Bonjour tout le monde, donc Café littéraire de Montréal et TQ5 ont le plaisir de vous avoir ici pour une rencontre littéraire, mais aussi plus que littéraire parce qu'il va y avoir un échange, donc il va y avoir une discussion, débat sur tout ce qui a un lien avec la thématique traitée dans son livre l'islamisme ou la crucifixion de l'Occident. Donc c'est un sujet en principe qui suscite beaucoup de débats aujourd'hui et hier, quelques années maintenant qu'on débat sur ça. Donc j'ai l'honneur de présenter M. Kamel Benchir pour nous parler de son œuvre. Et aussi, on a écrit pas mal de livres, mais celui-là, il va se focaliser sur ce dernier livre. Et aussi, il est le représentant du comité de soutien de Boualem Sansal. Donc aussi, il peut nous parler un petit peu de ça. Et surtout, ce qui est plus important, c'est la liberté de penser, la liberté d'opinion, qui est vraiment en jeu dans son combat et dans sa solidarité avec Boualem Sansal. Donc je donne la parole à M. Kamel Benchir. Ce que je vous propose, bonjour tout le monde, et mille pardons pour mon retard. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne fasse pas une conférence académique. On va avoir plus d'échanges qu'autre chose. Je vais vous parler de la laïcité, c'est mon péché mignon, et je vais vous parler de mon ami Boualem Sansal, parce que j'ai eu le privilège et l'honneur de cofonder avec quelques amis le comité de soutien international à Boualem Sansal, dans lequel il y a un peu plus de 2500 signataires de plus de 20 nationalités différentes et dans laquelle on a des signataires prestigieux comme des prix Nobel de littérature ou des gens plus prestigieux que les prix Nobel de littérature comme Salman Rushdie par exemple, ou l'ancien président de la République française comme Sarkozy ou François Hollande, des anciens premiers ministres, des anciens ministres. Et dans la direction de ce comité de soutien, nous avons des anciens ministres, dont l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Voilà, nous avons cofondé ce comité de soutien pour défendre, d'abord pour demander depuis 7 mois la libération de Boualem Sansal, qui n'a absolument rien fait, sauf user de sa liberté d'expression. Quand on me parle de ce qu'il a dit dans le média Frontières sur les frontières algéro-marocaines, il a le droit de le dire, même si c'est faux, il a dit une bêtise. L'Ouest algérien n'a jamais appartenu pour moi. Ça, c'est aussi une expression que je me permets de faire, n'a jamais appartenu au Maroc. Bien avant la colonisation française, nous n'avions pas de frontières bien définies, ça tout le monde se l'accorde, même Mohamed Harbi, le grand historien algérien, le dit et le répète. Et en 1830, lorsque les Français ont pénétré en Algérie, un des plus grands et le premier des résistants algériens était l'émir Abdelkader, d'où il est, de Mascara, de l'ouest algérien, ce qui donne tort à Boualem Sansal. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la liberté d'expression. C'est un homme qui a, pendant des dizaines d'années, dit ce qu'il voulait absolument. Il m'est arrivé de lui dire, Boualem, tu as tort, ne va pas en Algérie, c'est dangereux pour toi, de plus en plus dangereux. Et il me dit, non, c'est toi qui as tort parce que je leur sers d'alibi, je leur sers de point d'ancrage pour démontrer que ce pouvoir, que ce régime accorde la liberté d'expression, la liberté de parole au peuple algérien, ce qui est tout à fait faux, bien sûr, on le sait, mais Boualem leur servait quand même d'appui. Alors, pourquoi il a été arrêté? Il a été arrêté précisément en novembre, le 16 novembre 2024, parce qu'en juin 2024, quelques mois plus tôt, il a acquis la nationalité française. En juillet-août, le président Macron et la France ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Ces deux points ont fait de Boualem Sansal un otage. Non pas un prisonnier d'opinion, mais un otage. Donc, le pouvoir algérien a arrêté Boualem Sansal juste pour démontrer à la France on peut tout, y compris pas. Avec le plus célèbre des écrivains algériens, parce que Boualem est vraiment connu dans le monde entier.
Il est traduit dans dizaines de langues, il a reçu des prix faramineux et nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter. Sauf que nous avons pu ameuter pratiquement le monde entier. J'ai visité, je vous en parle là au Canada, je suis allé en Allemagne, je suis allé en République tchèque où j'ai reçu le prix Jiří Tenek pour la liberté d'expression qui a été remis à Boualem Sansal et à ses filles, on était ensemble. Nous allons avec Mohamed Qassimi, l'écrivain Mohamed Qassimi, de nouveau pour essayer d'obtenir le prix Václav Havel pour la liberté d'expression. Et nous sommes à un point d'achoppement avec le pouvoir algérien puisque le procès en appel se tiendra le 24 juin précisément, donc dans quelques jours. Le 1er juillet, il y aura le jugement qui sera rendu. Et ce que nous espérons, même si on a été déçus par le passé, c'est que le 5 juillet, date anniversaire de l'indépendance algérienne, le pouvoir algérien ait au moins factuellement un sentiment d'humanité pour libérer un homme de 81 ans qui est malade, qui est touché par un cancer de la prostate, et nous espérons vraiment qu'il soit de retour parmi nous en France. Voilà, ça c'est pour Boualem. On peut parler de Boualem maintenant ou bifurquer vers l'ouvrage, c'est comme vous voulez. On va aller vers l'ouvrage, ensuite on va discuter de tout. Ce que je vous propose, c'est que j'ai préparé pour vous une sorte de propos liminaire, introductif, que je vais lire, qui est fondé sur l'ouvrage et sur Boualem. J'ai oublié de le lire avant de commencer mon propos. Alors, et puis je vous lirai un texte de Kateb Yassine, si vous voulez bien. Alors, il faudrait que je puisse vous remercier d'être ici déjà, et pour vous parler de l'islamisme ou la crucifixion de l'Occident. C'est un livre qui est paru il y a moins d'un an, il y a quelques mois, chez France Fanon. Il est préfacé par Stéphane Rosès, qui est un politologue français qui a dirigé, maintenant il est à la retraite, mais il a dirigé une boîte très célèbre qui s'appelle CSA et qui a été le seul bonhomme, le seul politologue en 2002 à voir qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle française, Jean-Marie Le Pen y sera. Tout le monde lui a rigolé au nez et puis comme il l'a prévu et que ça s'est vraiment passé, il a été convoqué par les différents chefs de parti pour qu'il soit leur conseiller. Et il m'a dit, j'avais pas le droit d'être conseiller de plusieurs chefs de parti, mais je l'ai fait. Voilà. Donc ça a été préfacé par Stéphane Rosès. Ce livre, il parle de quoi? Il parle d'abord, il faut que je vous dise que je ne suis ni un universitaire, ni un chercheur, ni un sociologue, ni un anthropologue, je suis un citoyen comme vous, un citoyen lambda, qui s'intéresse à la marche du monde. Et j'ai écrit ce livre après avoir lu une cinquantaine d'essais sur le sujet, pour me documenter, pour approcher de la réalité et des dates et des références. Et ce livre prend appui d'abord sur le fait que l'islam, je ne parle pas de l'islamisme cette fois-ci, mais de la religion musulmane, n'est pas la seule qui puisse nous démontrer une violence. Dans le temps, il y a eu le christianisme. Le christianisme a été d'une violence inouïe. On peut parler des Cathares. Les Cathares, c'est une population du sud de la France que le roi de France, la France n'était pas l'actuelle France qu'on connaît, où le roi de France, avec la bénédiction du pape, a attaqué les Cathares à Béziers. Et il y a eu un tel massacre qu'à un moment donné, le général qui commandait l'armée royale a demandé aux religieux comment faire pour distinguer les Cathares des catholiques, des bons catholiques. Et je ne sais pas si vous connaissez cette célèbre phrase, l'archevêque a dit au général, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est terrible ça. Même ceux qui sont de l'autre côté, tuez-les quand même, ils iront au paradis. Voilà. Alors, il y a eu ça, il y a eu la Saint-Barthélemy que vous connaissez peut-être. C'est la guerre des catholiques contre les protestants. Et en un seul jour, je dis bien en un seul jour, à Paris, il y a eu 30 000 morts. Ce n'est pas rien. Hein. Voilà. Donc, l'islam n'a pas
l'exclusivité comment on appelle ça, des violences. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, en 2025 et depuis quelques dizaines d'années, c'est l'islam qui pose problème à la totalité. Je parle pas politique, je parle juste religieux. C'est l'islam qui pose problème. Quand je dis islam, c'est avec ses dérivés, ce qu'on appelle l'islamisme. Et dans l'islamisme, il y a plusieurs dérivés également. Il y a les frères musulmans, nés en 1928 du côté du Caire, en Égypte, un homme extraordinaire, même si c'est mon ennemi absolu, il faut lui reconnaître cette extraordinaire façon de se comporter. Hassan el-Banna, à 20 ans, il ne faut pas l'oublier, à 20 ans, à Ismaïlia, a fondé la confrérie des frères musulmans, et il a pu, beaucoup de gens ne le savent pas, mais j'ai beaucoup lu, Hassan el-Banna s'est appuyé sur quelque chose d'extraordinaire auquel on ne pense pas du tout, c'est le fascisme italien. Chez les Italiens, Benito Mussolini a fondé donc sa secte fasciste, et avec comme réalité incontournable ne pas remettre en cause la primauté du chef. Il est impossible de mettre en cause Mussolini, le Duce à l'époque. Et bien, Hassan el-Banna n'était pas un démocrate, il n'avait pas d'assise de parti, on ne pouvait pas remettre en cause sa parole, et tout ce qu'il disait, c'était pratiquement celle du prophète qu'il a délégué sur sa tête. Donc, petit à petit, il a mis en place. Je ne vous décris pas l'organisation des frères musulmans. Si vous voulez le livre, vous allez voir, je le décris très bien comment il est arrivé à imposer sa vision. Et encore une fois, c'était un homme extraordinaire. C'est vraiment pas n'importe qui. Hein. Petit à petit, il a eu quand même 50 000 adeptes, oui, auquel, c'était pyramidal, le chef connaissait ses 5 ou 6 subordonnés, qui avaient 5 ou 6 subordonnés, et qui ne pouvaient pas donner tout le monde. Lorsqu'ils étaient arrêtés, ils ne pouvaient pas. Avec comme principe la taqiyya. Personne ne savait qui était frère musulman ou pas. Ça, c'est extraordinaire. Et on le vit aujourd'hui. Je ne sais pas comment, je ne connais pas le Canada, même si je suis venu plusieurs fois, je ne connais pas ces difficultés au Canada, mais en France, je les connais, et en Belgique encore plus qu'en France, on ne connaît pratiquement pas de frères musulmans. Ils sont nombreux, mais on ne les connaît pas du tout. J'ai la chance d'avoir un ami d'origine marocaine qui a été frère musulman, professeur au lycée musulman de Lille, à Véroès, à Lille, et qui a quitté les frères musulmans et qui a écrit un livre que j'ai lu, que je vous invite à lire, qui s'appelle « Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans ». Et là, il décrit une secte terriblement secrète. Personne n'a le droit de parler à l'extérieur, même à sa famille, même à sa femme, même à son mari, du fait qu'il appartient aux frères musulmans. Entre eux, ils ont un moyen de se reconnaître, c'est la Rabi'a. Je ne sais pas si vous connaissez ce signe. C'est la Rabi'a, c'est 4. Voilà, mais il faut qu'ils le fassent discrètement. Hassan el-Banna a posé des problèmes au gouvernement égyptien, il a été tué. Il a été tué en 1949, donc il a prospéré de 1928 jusqu'en 1949. En 1949, il a été tué, mais sont nés énormément, des dizaines de Hassan el-Banna, dont un type que j'admire aussi, qui a vécu aux États-Unis, qui est venu aux États-Unis, et qui s'appelle Saïd Qutb. Saïd Qutb, c'est celui qui a fait des frères musulmans de la secte, de la confrérie des frères musulmans, une multinationale. C'est lui, alors qu'il a vécu aux États-Unis, il a remarqué qu'aux États-Unis tout foutait le camp d'après lui, il est revenu en Égypte, il a connu le président Nasser, il espérait une place au gouvernement du général Nasser, il ne l'a pas eu, et là, il a été beaucoup plus loin que Hassan el-Banna, et il a imposé à ses subordonnés une violence que Hassan el-Banna n'avait pas ordonnée. Voilà, c'est aujourd'hui la secte des frères musulmans. Moi je l'appelle secte, on dit confrérie, mais c'est une secte. Et partout, alors qu'elle était uniquement en Égypte. L'Arabie Saoudite a milité contre la secte des frères musulmans, imposant sa propre secte, qui s'appelle le wahhabisme. Le Qatar
a imposé la sienne, les salafistes. Et petit à petit, tous ces gens-là, qui ne s'aiment pas, qui se détestent, qui se combattent, ont fait de l'Europe leur terrain de jeu. Aujourd'hui en France, on sait qu'il y a des gens qui sont très haut placés parce qu'il y a de l'entrisme. Ça ne vient pas n'importe comment. En Belgique, à Bruxelles plus précisément, on sait que le chef du Parti socialiste bruxellois est membre des frères musulmans. Voilà, petit à petit, on ne sait pas. Moi, quand je vais à Bruxelles, à Paris, je suis protégé. Mais à Bruxelles, j'ai peur. J'ai peur parce que quand je passe à la télévision, etc., quand je parle de tout ça, je sais que je n'ai pas de protection à Bruxelles et je peux avoir des problèmes. Mais Bruxelles est d'ores et déjà, je vous le dis tout de suite, sous la coupe des frères musulmans. Bruxelles est tombée. Bruxelles c'est la capitale de la Belgique, mais aussi capitale de l'Europe. Et depuis un an, qu'il y a eu en Belgique, il y a trois régions administratives. Il y a la Wallonie qui parle français, les Flandres qui parlent néerlandais et Bruxelles-Capitale qui est une région autonome. Et je crois que c'est en avril 2024, des élections législatives pour mettre en place le gouvernement bruxellois. Eh bien, il n'y a pas de gouvernement bruxellois, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Fouad Haïdar. On sait qu'il est le chef des frères musulmans du coin, et il a constitué son parti et il bloque tout. Voilà un homme avec ces trois députés qui bloquent la marche de la capitale de l'Europe. Voilà. Et il veut imposer l'arabe comme langue, troisième langue à Bruxelles, parce qu'il y a déjà le néerlandais et le français, mais il veut imposer l'arabe. Contrairement à la France où les signes extérieurs sont interdits à l'école, la Belgique, ce n'est pas interdit. En France, il y a la laïcité. En Belgique, il y a ce qu'on appelle la neutralité. Et donc, on peut exposer sa religion. Voilà, c'est comme ça. C'est la capitale de l'Europe, mais c'est comme ça. Et de plus en plus, moi qui vais très souvent à Bruxelles, on voit un militantisme islamiste beaucoup plus fort que dans les pays musulmans. Il y a plus, et ça je peux vous assurer, si vous allez un jour à Bruxelles, vous allez penser à ce que je vais vous dire. Bruxelles, c'est une ville capitale qui a 19 communes. XL, Bruxelles aussi, Bruxelles 1000, XL, et il y a une commune qui s'appelle Molenbeek. Molenbeek est une ville totalement marocanisée, complètement marocanisée, et à tel point qu'il y a plus de hijab, de voile, à Molenbeek qu'à Casablanca. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais assez souvent à Bruxelles, j'ai failli m'y établir, et j'adore aller dans un café marocain qui est à côté de la gare du Midi avec mon ordinateur pour travailler, et c'est calme. Et à un moment donné, il y a sept jeunes qui sont rentrés, qui ont fait beaucoup de bruit, et je ne pouvais plus travailler, mais je les entendais parler, j'étais intéressé par leur discours, et à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais me faire passer pour ce que je ne suis pas, et leur poser des questions. Je prends mon ordinateur, bonjour les jeunes, je suis chercheur, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Ils me disent oui. Je leur dis, vous êtes belge? Non monsieur, nous sommes marocains. J'étais sûr qu'ils étaient belges, hein. Ils ne parlaient pas un mot d'arabe, hein. Ils parlaient que le français avec l'accent bruxellois. Vous allez souvent au Maroc? Oui monsieur, on va au Maroc. Et vous allez ailleurs, je ne sais pas, en Suède, en République tchèque? Oui monsieur, ça nous arrive de voyager. Avec quel passeport vous voyagez? Passeport belge. Donc vous êtes belge? Non monsieur, on est marocain. Voilà, ça c'est un repli identitaire qui est de plus en plus visible en Europe. Je ne sais pas comment ça se fait ici, mais ici, le Canada et le Québec sont basés sur les communautés. Je crois comprendre que c'est sur les communautés. En France, il n'y a pas de communauté. Il y a une seule communauté. C'est la communauté nationale française. Il n'y a pas de supériorité de quelque divinité que ce soit sur la République française, la République des hommes. Lorsqu'en 1789, les révolutionnaires comme Marat ou Danton ou Maximilien Robespierre ont propulsé les droits de l'homme, ils ont mis la raison au-dessus de la religion. Et jusqu'à aujourd'hui,
C'est toujours le cas, même si c'est branlant. De plus en plus, les attaques des islamistes viennent à bout, même violentes. Hein. Vous avez entendu parler bien sûr des attentats de Charlie Hebdo ou de la salle de spectacle qui a fait plus de 300 morts. Et aujourd'hui, ils ont fait en sorte que la France glisse subrepticement, petit à petit, vers l'extrême droite. Avant, il y a une trentaine d'années, moi ça fait 50 ans que je suis à Paris, hein. Quand j'étais étudiant, l'extrême droite représentait 1%. C'était Le Pen. Aujourd'hui, nous avons non seulement Le Pen, mais il y a aussi Zemmour, il y a les identitaires pro-coloniaux, il y a énormément de monde à l'extrême droite. Et aujourd'hui, l'islamisme a fait en sorte que l'extrême droite soit la première force du pays. Elle n'est pas soudée. Quand on regarde la carte de l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national, c'est-à-dire l'enfant du Front national, qui est le plus grand parti à l'Assemblée nationale, mais il n'a pas, heureusement que la politique française a fait en sorte que ce soit majoritaire, donc il n'a pas la majorité, donc il ne peut pas dicter sa façon d'être au gouvernement centriste, même si le gouvernement centriste est un gouvernement que je considère comme lâche, il résiste au Front national. Aujourd'hui, l'extrême droite est vraiment celle qui dicte la façon de se comporter à la France. Et pourquoi? Parce que l'islamisme est très fort en France. De plus en plus, je ne sais pas si vous connaissez la géographie de la région parisienne, au nord et au sud de Paris, il y a des zones de non-droit. La Seine-Saint-Denis est une zone de non-droit. Quand on va à Saint-Denis, ma fille ne met pas le hijab, elle est allée à Saint-Denis faire les courses, elle a été agressée. Donc voilà, le résultat de cette primauté de l'islamisme, c'est l'extrême droite qui est de plus en plus prégnante, qui dicte sa façon de faire au gouvernement, ce qui a quand même comme résultante la naissance d'une droite dure, avec laquelle je suis, moi qui suis de gauche, je peux vous dire que la droite dure qui est en train d'essaimer à Paris, je suis d'accord avec elle dans le discours. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, eh ben, il tient un discours de fermeté vis-à-vis de tout ce qui va à l'encontre des préceptes de la raison et de la laïcité. Moi, je le connais personnellement, je discute avec lui, et il m'a demandé d'être son conseiller d'ailleurs, au niveau de ses... J'ai refusé parce que je veux garder absolument mon indépendance et ma liberté de ton, parce qu'un jour, il se pourrait qu'il fasse une bêtise et que je n'ai pas à le critiquer, c'est pas normal. Je considère qu'un écrivain doit être totalement libre des partis et des gouvernements. Voilà. Alors, voilà, je devais vous lire un texte, finalement je suis parti dans mon délire, en France, ce qui me chagrine, c'est que la laïcité est sauvegardée par les non-maghrébins. Comme si islam et laïcité ne pouvaient pas aller de pair. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste. Mon prochain livre, qui va paraître en juillet, j'en parle justement, et j'explique que être laïque, ce n'est pas... Moi, je suis athée. Mais on n'est pas obligé d'être athée pour être laïque. On peut être religieux et laïque. Celui qui m'a fait la préface, Stéphane Rosin, c'est un catholique. Mais il est laïque. La laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est garder sa religion dans la sphère privée, ne pas l'étaler, ne pas imposer son point de vue religieux. Quand on voit quelqu'un, comme je vous vois aujourd'hui, je vous vois dans la rue, je ne sais pas si vous êtes juif, marocain, musulman, catholique, bouddhiste, etc. Or, en France, de plus en plus, et j'ai vu ici aussi, de plus en plus, on impose à la vue de tout le monde sa façon de penser religieuse. Voilà. Je ne sais pas si je dois continuer. On va y aller vers l'échange, c'est mieux. Amas Kamal Belcher, sur la conférence avec le Café Littéraire Montréal, en partenariat avec TQ5 Média. Donc, c'est quoi tes impressions?
Alors, d'abord, je dois remercier TQ5 et le Café littéraire de Montréal de m'avoir invité. Mes impressions, elles sont toujours... C'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis venu en juin 2024 et je rencontre des personnes très ouvertes et très... qui m'ont donné, qui me confirment que ce que je pense est dans la bonne voie. Que ce soit pour la laïcité ou pour le combat que nous menons pour la liberté d'expression. Et je les remercie infiniment de m'avoir confirmé tout ça. Merci Kamal. Merci beaucoup. ادينا وليمه في فوساغا كي لا كونفيرونس c'était très intéressant là, voir des points de vue, c'est-à-dire en direct là. Ouais. C'est-à-dire pas comme des fois on entend beaucoup de choses, mais là c'est bien de l'avoir comme ça dans un débat et tout. Super. C'est vraiment bien. Ahmed Echenia Walik في la conférence. Oui, ça a été très agréable, mais simplement moi je reproche une seule chose. Ouais. Comme à chaque fois, comme à l'accoutumée, il y a des Kabyles comme ça qui viennent, qui défendent certaines causes, certains on parle comme ça, de démocratie, tout ça. Tout à l'heure, il disait, moi je suis ce que je suis. Ouais. Mais il a oublié que c'est la Kabylie qui l'avait façonné. Ouais. Un peu. Il se posait la question comment qu'il est comme ça, mais c'est la Kabylie qui l'a façonné. Et à chaque fois, on oublie de parler de cette Kabylie. جميل لك مني انا وليم. Voilà, je suis avec moi. Des rencontres un petit des conférences, et surtout il y a la production, il écrit, il a le mérite d'écrire parce qu'on a besoin de ça. Il a le mérite aussi de Kamel Benchir de donner son point de vue sur ce qui se passe à notre époque. Ouais. Parce que quand même, au XXIe siècle, il faut bien que les concernés bougent, s'expriment. Ouais. Et aussi, il a le mérite de soutenir Boualem Sansal, de soutenir la liberté d'expression. Ok? Donc, j'aime ça. Et je pense que dans ce genre de rencontre, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est d'écouter. Parce que c'est tellement facile de parler, mais écouter pour bien comprendre, que ce soit le message du conférencier, que ce soit les interventions des présents et des présentes. Donc il faut qu'on apprenne à s'écouter et à échanger, ça c'est bien. Parce que le thème, le livre là, l'islamisme, la crucifixion de l'Occident, peut-être on trouvera la réponse à nos questions. Et puis ضروري هذا كما كان ضرب ديجا دي فرنسا avant que ce soit trop tard. Donc كاين رادو ام mais pour bien se comprendre il faut bien s'écouter. Donc ما إلا ونقيمها ونحضرها يونور يفهموا أيضا. Donc c'était une occasion. Donc on a parlé avec monsieur Kamal Benchir. Donc nous aura le point de vue Inès. Nous aura un dictionnaire. Donc وين يقدر تسمى la lecture et ça fait du bien. Merci pour toutes les initiatives que tu es en train de faire avec le Café littéraire de Montréal. Content, satisfait du passage de Kamal Benchir. Oui, c'est la deuxième fois que le Café littéraire de Montréal reçoit Kamal Benchir. On l'a reçu pour son roman L'incendie, j'ai oublié le titre, L'incendie. Oui, quelque chose. Oui. Donc ce livre-là, on a débattu, on a discuté du contenu du livre, mais cette fois-ci, il nous vient avec un livre qu'on a malheureusement pas lu. Je l'ai pas lu encore le livre, mais ce qui a la thématique qu'il aborde à l'intérieur, c'est thématique d'actualité, c'est la relation entre l'islamisme ou bien l'islamisme en Occident. C'est une bonne thématique. Est-ce que comment l'islamisme en quelque sorte se développe en Occident et quelle est la position de cet Occident par rapport à ce phénomène-là. Donc c'est une bonne et ça a suscité beaucoup de débats. Même le public est content de cette rencontre. Je crois que c'est le plus important, c'est ça. Et on a atteint l'objectif. Merci.